Dans la série Le philosophe et ses questions, l'émission Philosophie de Blandine Kriégel est consacrée aujourd'hui à Cicéron et la philosophie avec le docteur Marielle David, pédopsychiatre et psychanalyste, le doyen François Guéry, philosophe, et l'historien Alexandre Adler, géopolitologue. C'est notre ami Benjamin à la régie. Donc nous continuons cette semaine notre investigation sur Cicéron, n'est-ce pas, ce grand penseur, ce grand orateur, mais aussi, on va le voir, peut-être ce grand penseur romain, dont personne d'ailleurs ne discute plus aujourd'hui l'importance et la pertinence dans la transmission de la philosophie politique, puisque nous avons vu qu'il a joué un rôle très important avec ses deux œuvres, La République et les lois. Mais on peut se demander s'il en va de même, n'est-ce pas, pour la philosophie de Cicéron, sa pensée philosophique. Alors, d'une certaine façon, on peut dire que certains philosophes nous ont déjà devancé en répondant à cette question, puisqu'on a mis Cicéron, comme je l'avais rappelé, me semble-t-il, au programme des agrégatifs. Nous commençons par la lecture d'un texte issu de la seconde académique, consacré à la pensée philosophique, qui est intitulé Lucullus, où Cicéron discute, mais aussi, au fond, présente ce qu'on a appelé la Nouvelle Académie, c'est-à-dire dont il faisait partie, un certain nombre de positions qui sont prises dans la diversité hellénistique de la philosophie. Bon, cher François, si vous le voulez bien, on vous écoute. D'accord. Cicéron et la philosophie. Lucullus cultiva tous les genres de littérature, et en particulier la philosophie, avec beaucoup plus de soin que ne le pensaient ceux dont il n'était pas bien connu. Antiochus, disciple de Philon, ayant la réputation d'être le premier des philosophes d'alors par l'esprit et par la science, Lucullus l'attira près de lui pendant sa questure. Il est beaucoup de gens qui n'aiment pas les lettres grecques, d'autres qui montrent peu de bienveillance pour la philosophie, d'autres encore qui, sans proscrire ses études, pensent qu'il n'est point de la dignité des chefs de l'État de descendre à discuter ces questions oiseuses. Pour moi, lorsque je sais que Caton apprit les lettres grecques dans sa vieillesse, lorsque je lis dans nos annales que l'Africain, dans cette célèbre ambassade dont on le chargea avant qu'il ne fût censeur, n'emmena absolument d'autres compagnons que Panétius, faut-il donc que les réunions d'hommes célèbres soient muettes, ou le sérieux doit-il en être banni, et leur conversation ne porter que sur des objets frivoles? La philosophie est une étude digne d'occuper les meilleurs et les plus considérables des hommes. Il reste une objection des esprits qui n'approuvent point la méthode de l'Académie. Elle me toucherait beaucoup plus s'il était quelqu'un qui pût faire cas d'un autre système de philosophie que le sien. Pour nous, l'habitude est d'attaquer tous ceux qui croient avoir une science certaine. Il faut bien que nous admettions que les autres pensent différemment de nous. Cependant, la cause la plus facile à défendre, c'est la nôtre, car nous voulons arriver à la découverte de la vérité sans aucune opiniâtreté. Et nous la recherchons avec tout le zèle et tous les soins possibles. Tout le but de nos discussions, c'est en soutenant tour à tour les deux opinions contraires, de faire jaillir et en quelque sorte d'exprimer de cette lutte ou ce qui est le vrai ou ce qui en approche le plus. Il n'y a entre nous et ceux qui pensent avoir une science d'autres différences, si ce n'est qu'ils ne doutent point que ce qu'ils soutiennent ne soit la vérité, tandis que nous avons beaucoup d'opinions probables qu'il est commode de suivre, mais que nous ne voudrions pas affirmer. Nous ne sommes nullement contraints de soutenir des préceptes qui nous auraient été en quelque sorte imposés. Cicéron, Les Académiques, livre 1. Merci beaucoup, cher François. Alors, en effet, n'est-ce pas, Cicéron, il faut bien le dire, a passé plusieurs années à Athènes, où il a appris le grec, il est devenu un excellent traducteur du grec, il le parlait tout à fait couramment. Et surtout, il a suivi l'enseignement de philosophes grecs que nous ne connaissons plus aujourd'hui et que nous ne connaissons que par des extraits ou par les citations ou le résumé de Cicéron. Antiochus ou Antiochos d'Ascalon et Philon de Larissa, Antiochos d'Ascalon est fondateur de ce qu'on appelle le moyen platonisme, mais en vérité, il inclinait vers les stoïciens, et Philon de Larissa, lui, inclinait plutôt vers le scepticisme. Et disons quand même
en préambule que donc devenu un adepte grâce à ses professeurs de ce qu'on a appelé la troisième école platonicienne, c'est-à-dire l'école nouvelle, l'école platonicienne nouvelle, eh bien la pensée philosophique de Cicéron, qui a donné lieu à des interprétations tout à fait contradictoires, revient aujourd'hui. Alors, il y a quelques années, quand nous étions étudiants, cher François, avec Breillet, mais Pierre Grimal ou Pierre Boyancé, mais encore une fois, n'est-ce pas, elle est vraiment au cœur du programme des études philosophiques aujourd'hui. Et en effet, lors de son voyage à Athènes, Cicéron n'a pas seulement été mis en relation avec les grandes écoles philosophiques socratiques d'Aristote et de Platon, mais aussi, n'est-ce pas, avec les deux grandes écoles qui leur ont succédé, c'est-à-dire celle des stoïciens, Zénon de Citium, Chrysippe, et des épicuriens, Démocrite, suivi d'ailleurs par une kyrielle de petites écoles, beaucoup moins connues, seuls des spécialistes comme notre ami Gilbert Romeyer d'Herbeck, qui nous avait fait la joie de venir se joindre à nous, les mégariques, les cyniques, on connaît Diogène, hein, et son tonneau, ça, les cyrénaïques, bref. Aborder, au fond, la pensée de Cicéron, c'est d'une redoutable difficulté pour, au fond, plusieurs raisons. D'abord, parce que, comme je le disais, on ne connaît les professeurs de Cicéron que par des extraits ou par ses propres relations. Et deuxièmement, la deuxième raison, c'est que il faudrait donc être véritablement spécialiste, et c'est bien difficile, c'est qu'on trouve dans les œuvres de Cicéron un exposé de leurs concepts et de leurs arguments, mais qui sont des arguments d'une période, on peut dire que la pensée hellénistique déjà s'est transformée, que la philosophie aristotélicienne et platonicienne telle qu'on l'enseigne aujourd'hui, elle aussi s'est transformée, de sorte que, en vérité, on trouve, si vous voulez, des arguments très opposés, très minutieux. Il faudrait finalement se pencher là-dessus, nous n'avons pas le temps ici. Et que Cicéron, lui, s'est obligé non seulement à exposer au fond, les différences, mais surtout, il a cherché lui aussi à faire une synthèse qui soit, comment vous dire, applicable à Rome. D'ailleurs, un très bon commentateur de Cicéron, Carlo Levi, a dégagé, au fond, dans l'évolution de la pensée de Cicéron à l'égard du legs grec, 3 moments. Un moment sceptique, n'est-ce pas, qui s'était développé dans toute la pensée hellénistique. Un moment de critique dialectique, et en particulier, si vous voulez, au fond, qu'on voit, le premier moment sceptique, on le trouve dans les académiques, un moment de critique dialectique, en particulier dans les ouvrages consacrés aux dieux. Et enfin, un moment de résurgence du platonisme, qui était extrêmement visible au fond, dans la dernière partie. Pourtant, il y a aussi, si vous voulez, quelque chose qui est fondamental dans cette volonté d'unification de la pensée grecque qui était celle de Cicéron, c'est la place qu'il donne à la philosophie politique, et de sorte que un grand historien comme Pierre Grimal, à mon avis, a insisté de son côté sur la volonté au fond, publique, active de Cicéron, de défendre une philosophie qui soit adaptée à l'Empire romain, à la République romaine, et fondée sur les valeurs de la République romaine. C'est pour ça que Scipion est toujours mis en exergue, le courage, la prudence, la gloire. Et le vrai but de Cicéron, même dans sa pensée philosophique, c'est, disait Grimal, de régler l'action. C'est une méthode, non une doctrine. Et pour paraphraser Hegel, on dirait que, au fond, Cicéron, dans sa philosophie, a eu pour but de comprendre Rome et rien d'autre. Alors, que faut-il retenir du texte? François, vous me corrigerez si vous n'êtes pas d'accord, vous aussi, Marielle. Premièrement, c'est au fond dans la fin du premier paragraphe, la philosophie est une étude digne d'occuper les meilleurs et les plus considérables des hommes, c'est-à-dire validation de la nécessité pour, par exemple, un général romain, Lucullus, n'est-ce pas, qu'il a rencontré, qui était l'ancien proconsul de Cilicie, qui a fait suite à Caton qui avait d'abord lancé des diatribes contre l'arrivée des philosophes à Rome, et qui s'est ensuite mis sur la fin de sa vie à la lecture des lettres grecques. Et il faut donc s'occuper de philosophie et de littérature grecque. Et enfin, si vous voulez, Scipion l'Africain, là c'est le héros des héros républicains,
qui a emmené Panétius d'Europe, Panétius qui est un des philosophes que connaît bien Cicéron, et qui a expliqué que c'est à lui, en particulier dans son livre sur les devoirs, De Officiis, que l'on doit l'opposition, elle vous ira droit au cœur, mon cher François, entre les sociétés animales et les sociétés civiles ou civilisées, n'est-ce pas? Car, dit-il, il y a deux sortes de sociétés, les sociétés humaines qui sont fondées sur la raison et le langage, et ces sociétés humaines civilisent les instincts brutaux de l'homme, et c'est là qu'on voit élaborer, n'est-ce pas, la politesse jusqu'à la justice, n'est-ce pas, les règles de droit civil, les arts, et même les vertus, car les vertus ne sont rien d'autre que des habitudes réglées par la raison. Donc, bref, et c'est tout cela que doit enseigner la philosophie. Voilà, il doit y avoir une harmonie entre la philosophie politique, la philosophie morale et au fond, les règles de vie, l'action et les institutions romaines. Alors, maintenant, la deuxième idée, c'est ça ce retour au platonisme. La deuxième idée, c'est que quel est l'atout de la pensée de Platon si on l'oppose aux écoles qui précédaient, c'est-à-dire au stoïcisme, à l'épicurisme et ou encore à des plus petites écoles dans le détail desquelles nous n'entrerons pas. Son atout, dit Cicéron, c'est, et surtout pour répondre au scepticisme, au probabilisme, n'est-ce pas, au je sais que je ne sais pas, qui véritablement a envahi toute la philosophie hellénistique, eh bien son atout, dit-il, c'est le dialogue, l'argumentation, c'est-à-dire l'acceptation de la pensée des autres, donc un caillou dans le champ des sceptiques et des probabilistes, du rien n'est certain, une philosophie civile qui naît de la pluralité des opinions. La vérité ne peut pas être imposée, n'est-ce pas, par l'opinion, ou même simplement, comme le réclamaient les stoïciens, par l'assentiment purement individuel. La vérité est bien inscrite pour Cicéron, c'est ça ce retour au platonisme, dans une universalité. Donc, je reviens à nos questions. Cicéron est un philosophe politique de Rome. Un philosophe a-t-il joué un rôle autre que celui de penseur et de traducteur dans la voie à une philosophie qui serait déjà beaucoup plus moderne, n'est-ce pas? Et non seulement parce qu'elle met fin, si vous voulez, à cette vague de scepticisme et de repli sur soi, le scepticisme du côté des stoïciens, le repli sur soi du côté des épicuriens et tous ceux qui, au fond, en découlent plus ou moins, et surtout le retour aussi à la place incontournable de la raison et des sciences, n'est-ce pas, du savoir. Et a-t-il donné également, ça c'est une autre question, une place fondamentale à l'humanisme? Alors je commence par vous, cher Alexandre, pour nous répondre. Est-ce que Cicéron, c'est bien un penseur d'une certaine façon? Il y a une pensée de Cicéron? Alors il y a incontestablement une pensée de Cicéron, mais je crois que le résumé que vous en avez fait, c'est-à-dire de penser qu'à Rome et à Rome en exclusivité, est tout à fait au centre de son idée. Bien sûr, il a un très grand respect pour les philosophies grecques, il les a apprises. Ce n'était pas si simple à son époque, et il les a complètement maîtrisées. Et il les a exposées. Et il les a traduites. Précisément, traduites et exposées. Son idée, c'est la traduction. Et c'est exactement, ici, je vais faire une comparaison un peu étonnante, mais c'était exactement le but de Bergson. Il connaissait parfaitement la philosophie classique allemande, et en particulier Hegel, et qui a voulu en fait défendre à travers une langue française d'ailleurs limpide. Ah oui, une école française de la philosophie. Une école française, et dans laquelle finalement toute la philosophie allemande passait dans une école française, elle-même éclectique bien sûr. Oui. Mais il y a un éclectisme chez Cicéron également. Exactement, comme chez Victor Cousin, c'est exactement la même chose. Il faut prendre, il faut laisser. Mais peut-on le réduire à ça? Parce que certains disent, au fond, il est traducteur, il est éclectique, il y a un peu de tout. Pas du tout, parce que finalement, ayant cet éclectisme de départ, il y a des axiomes de choix, finalement, il y a des directions qu'il prend. Certainement pas. À l'époque, toute la philosophie épicurienne était traduite par Lucrèce dans des vers admirables. Certainement pas l'épicurisme, qui ne lui convient pas.
et beaucoup Oui, plus... il était ennemi de l'épicuréisme Voilà, et beaucoup, de son matérialisme. voilà, exactement. Beaucoup plus, en fait, le stoïcisme, qui lui semble, de ce point de vue-là, se rejoindre avec l'idée romaine d'un droit absolu et d'une radicalité. Mais alors, écoutez-moi, n'y a-t-il pas une objection fondamentale à cette idée, à ce rapprochement de Cicéron et du stoïcisme, dans le fait que Cicéron est un penseur républicain, il s'est battu pour la République, alors que, on peut le remarquer, la caractéristique, comme vous l'avez d'ailleurs évoqué tout à l'heure, de ces philosophies hellénistiques, qu'il s'agit du stoïcisme ou même de l'épicurisme, c'est d'un côté, n'est-ce pas, c'est le soutien donné aux monarchies, c'est le soutien donné aux empires, si. Ben dans le stoïcisme, il y a l'idée, quand même... Et de l'autre côté, ou alors au repli sur soi des épicuriens. Peut-être. Le repli sur soi, la vie privée. Non. Dans le stoïcisme, il y a quand même une idée civique qui est la résistance au mal. Oui. La résistance au mal, quelles qu'en soient les conséquences. Oui. Et de ce point de vue... Elle est civique, mais elle n'est pas politique. Reportez-vous quand même à l'expression du stoïcisme, justement, latin. Le plus important, c'est lui de Sénèque, qui était, vous me direz, espagnol, mais enfin, peu importe. Ici, Sénèque a exprimé, quand bien même il a aussi longtemps essayé d'influencer Néron et d'influencer le despote pour l'éclairer, il n'y est pas parvenu. Mais finalement, c'est le suicide de Sénèque et le martyre de Sénèque, qui ensuite va devenir pré-chrétien. Oui. Eh bien, c'est exactement cette idée stoïcienne qui vient directement en droite ligne de l'option stoïcienne qui est dans les Tusculanes, précise. On aura compris que vous êtes plus stoïcien que personnellement je ne me suis. Mais François, je vais vous poser la question autrement. Il y a... Les chefs de la résistance l'étaient tous. Bon, il y a dans au fond, les philosophies hellénistiques dont sort Cicéron, il y a un en deçà et un au-delà de la politique. Alors, un au-delà de la politique, c'est effectivement la cosmologie universelle, n'est-ce pas, du stoïcisme, la cosmopolitique du stoïcisme. Il y a une dimension de l'humanité dans le stoïcisme qui est incontestable. Mais il y a aussi un en deçà chez les épicuriens, qui veulent, au fond, le bien vivre, le zen jusqu'au bout, c'est-à-dire le repli sur soi dans l'épicurisme. Et ce n'est pas la philosophie tout à fait de Cicéron, me semble-t-il. Alors, comment vous lisez ça, alors, d'abord, ça s'appelle quand même les académiques. Il est question de l'académie, donc c'est Platon. Excusez-moi, mais enfin, bon, c'est clair. Alors maintenant, pour ce qui concerne stoïciens ou épicuriens, ils ne font pas de politique. Ce n'est pas leur éthique, si on veut, leur philosophie les écarte de la politique. Pour les épicuriens, enfin, le jardin d'Épicure, voilà. C'est pas le portique et le jardin champ des luttes politiques. Bon, pour les stoïciens, il y a cette idée d'une destinée, enfin, quelque chose qui s'impose. Or, ici, il y a un volontarisme. C'est à peu près évident. Il y a un volontarisme. On veut la loi, mais il faut vouloir, il faut se battre, il faut entrer dans une arène. Et c'est ce qu'a fait un Cicéron qui a tout de même liquidé physiquement les Catilina. La clique de Catilina. Et ça lui a été reproché, puisqu'il a mis à mort sans procès, et c'est là-dessus que le tribun Claudius a essayé de lui confisquer tous ses biens et ses villas. À Rome, il y avait plusieurs maisons, et on a brûlé son immeuble à Rome pour le punir de ce qu'il avait fait à Catilina. Alors maintenant, pour ce texte, Académie, il y a un ton socratique. Beaucoup plus que platonicien, je fais la différence tout de même. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un ton socratique ? Parce qu'il y a le mot opiniâtreté. Je le crois très important. Là. Il y a le mot opiniâtreté. Or, si on le décompose, si je puis dire, l'opiniâtreté, c'est donc, si on veut, une dictature de l'opinion. Or, c'est tout de même, avec la doxa, enfin là, on est en plein socratisme pratique, je veux dire, ce que faisait Socrate dans ses dialogues. Donc, se servir de l'opinion pour contredire l'opinion et finalement pour dépasser l'opinion, voilà le programme. Hein. C'est ce qu'il explique. On admet que quelqu'un pense différemment et donc on voudrait que de la friction des opinions sorte autre chose qu'une opinion. Il y a par ailleurs aussi une dénonciation de ceux qui
se font passer pour détenteurs d'une science. Alors, dans la maïotique socratique, ça s'appelle des sophistes, hein, c'est pas compliqué. Donc il n'y a pas les mots, mais il est évident que toute l'orientation est socratique. On conteste les sophistes parce qu'ils prétendent savoir, et qu'en réalité, ils ne savent pas. Et pourquoi ils ne savent pas ? Parce qu'ils ne se sont pas posé la question de la légitimité de leurs opinions. Ils font même tout à fait le contraire. Et ils les imposent. Alors maintenant, il y a un ton socratique, mais là aussi, moi, je suis tenté de sauter plus loin. Il y a un ton cartésien. Ça, bon. Mais c'est vrai. C'est vrai. Je vais vous suivre, là, François, pour une fois, parce que c'est vrai qu'il y a une préparation dans cette idée, n'est-ce pas, que, en fait, la vérité ne s'impose que par la raison, et même, il n'est pas du tout un suiveur de carnéade, mais dans l'idée que, en fait, la vérité ne gît moins dans le rapport de la représentation et de l'objet que dans le rapport de la représentation déjà à un sujet, qui dit, comme vous avez employé le mot de volonté, de je veux. Alors, il y a une préparation. Alors ça, je suis d'accord avec vous, j'y suis sensible quand on lit ces textes. Dans cette philosophie de la fin de la philosophie antique, il y a une préparation vers des idées modernes. Il y a quelque chose qui s'ouvre, c'est certain. Mais enfin, pas encore jusqu'à être cartésien. Et vous, cher... Bien, moi, ce texte me paraît extrêmement proche de l'éthique juive. Oui. Parce que ce qui est extrêmement frappant dans ce qu'il nous dit, c'est que l'important, c'est d'avoir deux opinions contraires, de faire jaillir et en quelque sorte d'exprimer de cette lutte ou ce qui est le vrai, ce qui s'en approche le plus. Parce que montez le son. Montez le son. Je recommence ? Oui. Non. Montez le son, et le son n'est pas assez grand. Allez, montez le son. Bon. Il est bien chez Philippe, mais pour vous. Alors, vas-y, recommence. Voilà. Donc, tout le but de nos discussions, c'est en soutenant tour à tour les deux opinions contraires, de faire jaillir et en quelque sorte d'exprimer de cette lutte ce qui est vrai ou ce qui en approche le plus. Oui. Et ça, c'est tout à fait dans la lignée de la Torah. On discute les opinions. C'est ça qui me frappe. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça me semble un rapprochement bienvenu, là, pour le coup. Oui, incontestablement. D'ailleurs, il semble que Aristote, lorsqu'il a eu connaissance du judaïsme, a indiqué toute l'admiration qu'il avait pour ce peuple qu'il considérait comme philosophique. Mais, bien entendu, Cicéron ne connaît pas encore bien le judaïsme, mais c'est l'allié de Rome à ce moment-là, à travers toute la politique qui a été menée par la monarchie hasmonéenne. C'est en fait, dans un premier temps, un des maillons dont Rome se sert pour abattre toutes les grandes monarchies hellénistiques et pour se les soumettre les unes après les autres. Donc effectivement, il y a cela. C'est incontestable. Oui, alors on vous a interrompu, pardonnez. Non, mais c'est ce que j'avais à dire sur ce texte qui, on sent cette traversée. Certes, il a intégré la philosophie, mais on sent que pour lui, il n'y a pas une seule pensée qui compte. Oui. Et ça, c'est très intéressant. Parfaitement, l'unité vient de la pluralité, il y a une reconnaissance de la pluralité des opinions. Voilà. Mais alors, de là ma question, est-ce qu'il n'y a pas un chemin vers la philosophie moderne? Est-ce qu'il n'y aurait pas un chemin vers l'humanisme? Parce qu'au fond, cette mise en majesté, il faut bien le dire, n'est-ce pas, de l'homme, par sa raison et son langage, n'est-ce pas, ratio et Horatio, plus fondamentalement, au fond, cette conception d'une égalité, n'est-ce pas, des humains, dès lors qu'ils s'appuient sur la raison et sur le discours, l'art du discours, l'art de l'éloquence, ça, ce sont des thèmes qui vont rejaillir avec une force particulière à la Renaissance, enfin dans l'humanisme, dans l'humanisme de la Renaissance. C'est aussi le débat romain, le débat dans les comices tributent, les autres. Est-ce que je peux faire une observation pendant que j'y pense? À mon avis, ni dogmatisme, ni scepticisme. Les deux sont importants, parce que ni dogmatisme, c'est clair. Il n'aime pas les dogmes. Et donc, il n'aime pas non plus ceux qui sont dogmatiques, c'est-à-dire en réalité tyranniques. C'est pour ça qu'il a critiqué son professeur Antiochos. C'est pour ça qu'il est républicain. Voilà. Ça, il est républicain. Mais je voudrais dire un mot sur le scepticisme, parce que c'est important. Vous avez raison. Le scepticisme antique
ça consiste à dire nous ne pouvons pas savoir. On est certain de... C'est pas la Il n'y a même rien de chose certain. que nous ne Oui. pouvons savoir qu'en doutant, Oui. etc. C'est nous ne pouvons pas savoir. savoir. Or, ici, il peut. Il le Parfaitement. peut. Il C'est- pose au contraire que du conflit des opinions libres, enfin, qui se tolèrent mutuellement, sort quelque chose comme... Alors, auquel on peut il est même- assentir, on il peut est- donner il son est- assentiment. Non, mais Ça, il est c'est une idée prudent parce qu'il stoïcienne. dit le vrai ou ce qui en approche le Oui, plus. non, mais oui. C'est Donc, il une dit pas qu'on connaissance peut pas approchée savoir. qui réclame un assentiment. En fait, on n'a pas le temps d'étudier toutes les strates extrêmement cultivées de la pensée de Cicéron, mais il est évident que c'est traversé par justement ce qui a été discuté Oui. chez les stoïciens, chez les épicuriens et dans ces écoles. Et par l'émergence de la science grecque hellénistique, c'est-à-dire Archimède et Ératosthène. Oui, parce que alors, l'autre chose, c'est que justement, il y a une réévaluation de la place des sciences chez... alors, elle existait déjà chez les stoïciens, mais elle est là, elle est là tout à fait présente également chez Cicéron. Mais je vous remercie beaucoup, et donc à très bientôt, chers amis. Radio J. Philosophie, une émission de Blandine Kriégel.